On ne remet pas en question l'amour d'une mère. C'est une règle silencieuse gravée dans l'inconscient collectif, dans les contes, les berceuses, les dimanches en famille. Une mère, c'est sacré. Alors, quand cet amour fait mal, on ne sait plus comment l'appeler. Ce n'est pas vraiment de la haine. Ce n'est pas de la violence qu'on peut pointer du doigt. C'est autre chose. Quelque chose de diffus, mais qui marque profondément. Clara, elle, a mis 32 ans à le dire. Pas à voix haute d'abord. Elle l'a chuchoté dans un carnet, au bord d'un lit défait. J'ai un vide en moi, a-t-elle écrit. Mais ce n'était pas une absence sentimentale classique. Ce vide avait la forme d'une enfance trop bien cadrée, d'un amour conditionné, d'un sourire qu'on exigeait plutôt qu'on offrait. Sa mère lui disait souvent « Je fais ça pour ton bien ». Elle contrôlait ses choix, critiquait ses gestes, réécrivait sa vie à sa place. Et chaque fois que Clara tentait de poser une limite, la culpabilité l'écrasait. Tu vois, c'est ça le piège. Ce n'est pas une mère qui hurle, c'est une mère qui t'aime, mais à sa manière. Une manière qui parfois éteint au lieu d'éclairer. Et dans ce flou, l'enfant ne comprend pas. Il grandit en pensant que c'est lui le problème. Que s'il souffre, c'est qu'il est trop sensible. Ingrat, peut-être, parce qu'on ne remet pas en question une mère qui a tout donné. Mais donner, ce n'est pas toujours aimer. Et aimer, ce n'est pas toujours guérir. Il y a des enfants devenus adultes qui portent une tristesse qu'ils ne savent pas nommer, simplement parce que leur souffrance ne rentre pas dans les cases habituelles du traumatisme. Pas de cris, pas de porte claquée, juste un silence froid, une pression douce, constante, comme un gant de velours trop serré. Et si on osait, juste une seconde, regarder cette vérité en face? Et si certaines mères ne savaient pas aimer sans blesser? Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont elles-mêmes grandi dans l'absence, dans l'exigence, dans le sacrifice. L'amour maternel n'est pas toujours infaillible. Et parfois, le plus grand acte de courage, c'est de le reconnaître. Il y a des douleurs qu'on entend, des douleurs qu'on voit, celles qui crient, qui explosent, qui laissent des bleus sur la peau ou dans les souvenirs. Les insultes, les portes qui claquent, les silences punitifs qui durent des jours. Ce sont les blessures visibles. Elles laissent des marques nettes, même des années plus tard. Quand on en parle, les autres hochent la tête. C'est reconnu, validé, compréhensible. Et puis, il y a l'autre douleur, celle qui ne fait pas de bruit, celle qu'on n'ose même pas appeler douleur, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle existe vraiment. Pas de violence, pas de drame. Tout semble normal, trop normal. Une maison propre, des repas à l'heure, des anniversaires célébrés. Mais à l'intérieur, un vide constant, comme un manque d'air. C'est la blessure invisible. Marc, lui, n'a jamais été battu. Il n'a pas de souvenir de cris ou de disputes. Mais il se rappelle d'avoir constamment surveillé sa façon d'être, de ne pas prendre trop de place, de ne pas faire trop de bruit. Parce que dès qu'il s'exprimait, sa mère soupirait, ou elle détournait le regard, ou elle changeait de sujet. Il a grandi avec l'idée qu'il devait se faire discret pour mériter l'amour, qu'être lui-même s'était risqué de déranger. Cette forme de blessure, elle ne s'inscrit pas dans des gestes. Elle se glisse dans les interstices, dans l'absence d'un regard quand tu pleures, dans l'absence d'un mot quand tu réussis, dans cette incapacité à sentir que quelqu'un te voit vraiment. Être ignoré, effacé, c'est une forme de rejet. Mais c'est un rejet qui ne s'énonce pas, qui ne s'explique pas. On ne peut que le ressentir. Ce type de blessure est insidieux parce qu'il confond. On se demande si on a rêvé, si on exagère. Et souvent, on finit par se dire que c'est soi le problème. Que si on se sent aussi seul, c'est qu'on est trop exigeant, trop sensible, trop intense. Mais en réalité, on a juste été trop longtemps affamé d'un amour qui ne venait pas. Pas parce qu'on ne le méritait pas, mais parce que la personne censée l'offrir ne savait pas comment. Alors on apprend à vivre sans. Mais vivre sans ce regard-là, sans cette validation-là, c'est comme pousser dans une terre sans soleil. On grandit quand même, mais de travers. Tu souris, par réflexe. Même quand quelque chose t'agace, te blesse, t'épuise, tu dis que ce n'est rien, que tu comprends, que tu vas gérer. Et tu gères, oui. Tu t'adaptes, tu encaisses. Parfois même avec élégance. Mais ensuite, tu rentres chez toi et quelque chose en toi se contracte. Une fatigue étrange, profonde.
comme si tu avais encore une fois trahi une part de toi-même, sans même savoir pourquoi. Tu as appris très tôt que ta colère faisait peur, que ta tristesse gênait, que ta joie parfois dérangeait. Alors tu as rangé tout ça dans un coin. Tu es devenu l'enfant gentil, la fille parfaite, le garçon qui ne fait pas de vagues. Et ce masque, avec le temps, tu l'as tellement porté que tu as oublié qu'il était là. Mais il y a des situations, des phrases, des regards qui le font glisser. Tu es dans une réunion et quelqu'un critique ton travail, même doucement, et soudain tu te sens minuscule. Pas agacé, non. Réduit, comme si tu n'étais plus adulte, mais un enfant qui cherche désespérément à bien faire. Tu vis une rupture amoureuse et, au lieu de la colère ou de la tristesse saine, c'est la panique qui monte. La peur d'avoir tout gâché, d'avoir été trop. Tu n'as pas 30, 40, 50 ans à ce moment-là. Tu en as 7. Et tu regardes une mère qui ne répond pas, ou qui juge, ou qui s'éloigne. Ce que tu prends pour de la timidité est parfois une trace. Ce besoin que tout soit parfait, une peur. Ce vide que tu ressens après une réussite, une mémoire. Tout ça, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des cicatrices, des réactions de survie, des adaptations que ton enfant intérieur a mises en place pour continuer à exister dans un environnement émotionnel incertain. Tu ne réagis pas toujours au présent. Tu réponds à des blessures passées avec les outils que tu avais à l'époque. Et tant que ces blessures restent invisibles, tu continueras à revivre la même pièce, avec des décors différents, des visages différents, mais le même rôle, celui de l'enfant qui attend qu'on le choisisse, qu'on l'accepte, qu'on le voie. Lucie ne comprenait pas pourquoi elle se sentait aussi mal quand son compagnon mettait ses chaussures pour partir travailler. Il lui disait qu'il revenait dans 2 heures. Il lui faisait un bisou sur le front, la rassurait. Mais dès qu'il franchissait la porte, quelque chose s'effondrait en elle. Ce n'était pas rationnel. Ce n'était pas de la jalousie, ni même de l'insécurité actuelle. C'était ancien, très ancien. Elle se souvenait petit à petit d'une porte qui claquait sans prévenir, d'un sac qui s'emportait sans adieu, d'une mère qui partait sans explication, puis revenait comme si de rien n'était. Une absence floue mais répétée, une instabilité émotionnelle qui lui avait appris que l'amour pouvait disparaître à tout moment. Et c'est là, exactement là, que s'était formée cette faille silencieuse. L'attachement, ce n'est pas un concept flou pour les psychologues. C'est le tout premier lien qu'un être humain expérimente. Et selon la manière dont ce lien a été construit, l'adulte deviendra quelqu'un qui fait confiance, ou quelqu'un qui doute, quelqu'un qui aime avec sécurité ou avec angoisse. Chez Lucie, le lien de base s'était fissuré très tôt. Alors, adulte, elle réagissait à chaque éloignement, même temporaire, comme à une menace. Son corps se souvenait, son cœur accélérait. Elle voulait s'accrocher, rappeler, vérifier. Elle savait que c'était excessif, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Parce que ce n'était pas une réaction d'adulte. C'était un réflexe d'enfant abandonné. Et puis il y a ceux, au contraire, qui fuient. Ceux qui, enfants, ont appris que l'amour faisait mal ou qu'exprimer leurs besoins les rendait vulnérables. Ceux-là deviennent souvent des adultes distants, indépendants en apparence, mais figés intérieurement. Ils n'attendent plus rien de personne. Ils protègent ce qu'ils ont en refusant de trop s'attacher. Mais ce détachement, lui aussi, vient d'un manque. D'un amour trop conditionnel, trop imprévisible. Entre fusion et fuite, d'autres vivent dans le chaos. Un mélange d'envie d'aimer et de peur panique de souffrir. Ils veulent se rapprocher, puis repoussent. Ils réclament, puis rejettent. Parce que leur tout premier lien était flou, instable, parfois même dangereux. Et depuis, ils ne savent plus s'il faut tendre les bras ou s'enfuir. Chaque adulte qui aime aujourd'hui le fait avec les restes de l'enfant qu'il a été. Les réactions démesurées, les silences soudains, les ruptures à répétition, ne sont souvent rien d'autre que des échos, des traces d'un lien fondateur qui aurait dû rassurer et qui a appris à se méfier. Tu penses que c'est fini parce que tu as grandi, parce que tu vis seul, parce que tu ne lui parles presque plus. Tu penses que tu t'es libéré, mais parfois, tu t'arrêtes et sans savoir pourquoi, tu entends une voix dans ta tête. Une voix sèche, une voix exigeante, une voix qui te dit que ce n'est pas assez, que tu pourrais mieux faire, que tu n'as pas encore mérité. Et cette voix, tu crois que c'est la tienne. Mais elle ne l'est pas. C'est une empreinte.
Un enregistrement ancien, une sorte de bande-son qui tourne en fond depuis l'enfance. Et cette voix, ce n'est pas forcément celle que ta mère utilisait à haute voix. C'est celle qu'elle t'a transmise sans mots, dans les regards déçus, les soupirs répétés, les attentes muettes. Tu n'as peut-être pas grandi avec une mère dure, peut-être qu'elle était simplement absente, ou bien douce mais envahissante. Ce n'est pas sa forme qui compte, c'est ce que ton esprit a construit autour d'elle, ce miroir déformant, cette silhouette psychique que tu continues de porter en toi. Et c'est cette mère-là, cette version intérieure, qui continue de t'influencer. Tu choisis un métier qu'elle aurait validé. Tu t'habilles comme elle trouvait convenable. Tu repousses ce qui te fait du bien parce qu'elle aurait trouvé ça inutile, futile, égoïste. Et tu fais tout ça sans même t'en rendre compte, parce que ce n'est plus elle physiquement qui te guide. C'est l'image que tu en as gardée. Une sorte de fantôme, non pas effrayant, mais autoritaire, subtil, présent. Ce qui t'épuise, ce n'est pas ton présent. C'est l'injonction intérieure d'un passé non digéré. Ce que tu ressens comme ta propre exigence est souvent le prolongement de son regard. Et tant que cette image reste figée, tant que tu ne l'as pas vue, explorée, redéfinie, elle continue de choisir à ta place. Ce n'est pas ta mère qu'il faut changer. Ce n'est même pas son souvenir. C'est la représentation vivante et active que tu as d'elle dans ta psyché. Celle qui te dit, sans relâche, que l'amour se mérite, que tu dois encore prouver quelque chose, que tu n'es pas encore, assez. Amina a crié, fort plus fort qu'elle ne l'aurait cru capable. Sa fille avait renversé un verre de lait, un geste banal, une maladresse d'enfant. Mais Amina, elle, a explosé. Elle a vu rouge. Et juste après, elle a vu autre chose, le visage de sa propre mère, la même expression, la même voix sèche, le même feu dans les yeux. Elle est restée là, bouche ouverte, paralysée par la honte. Sa fille pleurait, elle aussi, mais pour d'autres raisons. Elle ne pleurait pas le lait renversé. Elle pleurait d'avoir répété ce qu'elle avait tant détesté, d'être devenue, le temps d'un instant, celle qu'elle avait juré de ne jamais imiter. On pense souvent que devenir parent, c'est repartir à zéro. Mais ce n'est jamais un vrai départ. On amène avec nous nos histoires, nos blessures, nos réflexes, les mots qu'on a entendus 1000 fois, les silences qui faisaient le plus de bruit qu'un cri. Et parfois, ces réflexes surgissent sans prévenir. Le corps réagit plus vite que la conscience. Le ton monte avant que l'on ait le temps de réfléchir. On agit et après seulement, on se demande « D'où ça vient ? Pourquoi cette colère ? Pourquoi ce besoin de contrôler ? Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la mémoire. Une mémoire qui se loge dans les gestes, les intonations, les schémas. La répétition n'est pas une malédiction, c'est un automatisme, une copie involontaire collée à la peau. Et tant qu'elle reste invisible, elle continue. Ce qu'Amina a vécu ce jour-là, ce n'était pas un échec. C'était un éclair de conscience, le début d'un possible décalage, d'un arrêt sur image, d'un choix nouveau. Elle a compris, peu à peu, qu'on peut désapprendre, qu'on peut désamorcer la scène avant qu'elle ne se rejoue, que crier n'était pas un destin, mais un signal. Un appel à aller chercher en soi ce qui est resté coincé dans l'enfance. Elle ne savait pas encore comment faire, ni par où commencer. Mais elle savait que quelque chose devait changer, parce qu'en hurlant sur sa fille, ce n'est pas elle qu'elle punissait. C'était la petite Amina en elle, celle qu'on n'avait jamais entendue. Parfois, la libération commence dans le silence. Ce moment suspendu où l'on se retrouve seul face à soi-même, sans bruit, sans masque. Il ne s'agit pas de tout comprendre d'un coup, ni d'effacer ce qui a été. Il s'agit de commencer à regarder autrement. L'écriture, par exemple, devient un acte de guérison insoupçonné. Pas pour publier, pas pour convaincre, mais pour déposer. Une lettre adressée à ta mère que tu ne lui donneras jamais. Tu la rédiges sans filtre, sans peur d'être trop ou pas assez. Les mots deviennent des larmes séchées sur papier, des cris rentrés qu'on laisse enfin sortir. Et ce qui semblait confus prend une forme. Ce n'est pas une vengeance, c'est une délivrance. Il y a aussi cette autre voix, plus fragile, celle de l'enfant que tu étais. On l'oublie souvent, ce petit être qui a trop attendu, trop encaissé. Lui parler, c'est le reconnaître, peut-être pour la première fois. Tu peux lui dire « J'ai vu ta peine. Tu avais raison d'avoir mal.
Et dans cette reconnaissance, quelque chose se recolle doucement. Ce n'est pas magique. C'est lent, mais réel. Certaines personnes imaginent une mère intérieure. Pas celle de la réalité, mais celle qu'elles auraient voulu avoir. Une présence douce, stable, inconditionnelle. Cela peut paraître étrange, mais le cerveau ne fait parfois pas la différence entre le réel et l'imaginé. Alors cette figure de tendresse inventée devient une ressource, une main invisible sur l'épaule quand le passé revient cogner. Mettre une limite, aussi simple que cela puisse paraître, est une révolution silencieuse. Dire non ou ne pas répondre. Refuser l'intrusion émotionnelle. C'est oser affirmer que tu as le droit de préserver ton espace intérieur, même face à une mère, surtout face à elle parfois. Et puis, quand le chemin devient trop lourd seul, il existe des voies d'accompagnement qui parlent à l'inconscient. La thérapie jungienne, les constellations familiales, la méditation symbolique, autant de portes ouvertes vers une réconciliation intérieure. Ces outils ne donnent pas de réponse toute faite. Ils offrent quelque chose de plus précieux, la permission d'exister autrement. Il y a un jour où tu te regardes dans un miroir, pas celui de la salle de bain, mais celui de ta vie. Et tu te rends compte que tu portes un visage qui n'est pas entièrement le tien. Un regard modelé par le besoin d'être aimé. Une voix qui cherche encore l'approbation. Un corps qui se contracte à l'idée de déplaire. Tu as joué un rôle, longtemps. Celui de l'enfant docile, du fort, du raisonnable, du discret. Mais derrière le masque, il y a toi. Choisir de se redevenir, c'est un acte radical. Ce n'est pas briser sa mère en soi, ce n'est pas haïr ni rejeter. C'est reprendre la main sur ton histoire. Dire « j'arrête de courir après ce que je ne recevrai jamais ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est un soulèvement intime. Un jour, tu décides que tu n'attendras plus qu'on vienne te sauver. Parce que ce rôle, maintenant, c'est le tien. Et rien n'est plus puissant que ce moment-là. Il ne s'agit pas de tout reconstruire en une fois. Parfois, c'est dans les plus petits gestes que tout change. Refuser de se taire quand on a mal. Se regarder avec tendresse le matin, même si les cernes racontent une nuit de doute. Dire non sans trembler. Dire oui à soi. L'enfant en toi, tu ne vas pas le réparer comme une chose cassée. Ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il attend, ce n'est pas une version parfaite de toi. Il veut juste sentir ta présence. Que tu t'arrêtes, que tu l'écoutes, que tu lui dises « Je t'ai vu, tu n'es plus seul ». Et rien que ça suffit à changer l'ordre du monde. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu n'es pas la somme des absences, ni des blessures. Tu es ce que tu choisis de devenir chaque jour. Et ça, personne ne peut te l'enlever. L'individuation, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enfin oser être qui tu es, sans honte, sans chaîne, même si la voix tremble encore un peu. Parce que c'est ça le courage, marcher vers soi malgré la peur. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, si quelque chose en toi a résonné, alors je t'invite à t'abonner. Pas pour gonfler des chiffres, mais pour rester connecté à des paroles qui font du bien, qui éclairent, qui bousculent parfois, doucement, mais profondément. Ici, on avance ensemble, pas à pas, vers plus de soi, plus de vérité, plus de liberté.